Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une nouvelle Magic rubrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre construit de l'époque du bloc Mirrodin qui utilise cette fois-ci le système des artefacts, mais pas c'est pas l'affinité, hein. C'est un autre type d'affinité. Puisque ce deck, donc je l'ai nommé Ferrailleur, mais de base cette appellation ne vient pas de moi. À l'époque, il y avait plusieurs types de decks Ferrailleur, puisque la base de Mirrodin étant les artefacts, et le sacrifice d'artefacts était plutôt de mise dans certains decks. Du coup, j'ai repris ce principe avec du rouge-noir. C'est une créature rouge qui m'a donné envie de faire ce type de deck, mais en mono rouge avec des artefacts, c'était pas assez puissant, donc j'ai rajouté du noir, puisque le noir ajoutait pas mal de petites choses sympathiques en plus. C'est ce qu'on va regarder en détail. Tout d'abord, on va regarder ce qu'il y a comme terrain dans ce deck. Alors il y en a pas mal. Déjà on a 4 citadelles de son brassier, donc terrain artefact indestructible. Ensuite on a 4 grands fourneaux, donc 4 terrains rouges artefacts. 4 caveaux des chuchotements, donc 4 terrains noirs artefacts. Ensuite on a 1, 2, 3, 4 marais et 1, 2, 3, 4, 5 montagnes. Donc voilà pour les terrains, il y a pas mal de terrains différents là-dedans. Vous verrez à la fin de la vidéo le récap de la liste des cartes qui composent ce deck. Ensuite on a les sorts. Alors des sorts, il n'y en a pas des masses, il y a un type de sort noir, un type de sort rouge. Tout d'abord, le sort noir ici, on en a 4. C'est décomposition résonante. C'est un petit sort plutôt marrant. Donc pour un marais et un incolore. C'est un éphémère, donc on peut jouer sur le tour de l'adversaire. La créature ciblée et toutes les autres créatures ayant le même nom gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. Très pratique pour nettoyer des petites armées de jetons, des armées de petites créatures qui sortent vite dès le début de la partie. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa comme carte pour nettoyer, ça coûte que 2. Donc voilà, c'est un petit plus dans ce deck qui est pas négligeable. Et j'en ai 4 du coup dedans. Et ensuite on a 3 champs bouillonnants. Alors champs bouillonnants pour une montagne et 2 incolores. Très important quand on fait des decks à plusieurs couleurs d'avoir des cartes qui réclament pas beaucoup de mana obligatoire. Donc là ici donc une montagne et 2 incolores, le champ bouillonnant. Voilà, une petite illustration sympa. C'est un éphémère également, donc on peut le jouer aussi sur le tour de l'adversaire. Et pour 3, on ajoute 5 mana rouges à notre réserve. À cette époque-là, on avait encore les brûlures de mana, donc il fallait faire attention lorsqu'on jouait ce type de carte, mais en tout cas, pour pouvoir poser une créature, donc la créature maîtresse de ce deck, tour 4, très pratique. Voilà, très pratique. Il y en a 3. Ensuite, les artefacts, et du coup, vous avez vu qu'il y avait quand même 3 types de terrains artefacts différents. C'est très important d'avoir beaucoup d'artefacts dans ce type de deck, puisqu'on les sacrifie. Au-delà du sacrifice, il faut aussi, justement, grâce au noir, avoir des capacités spécifiques lorsque les artefacts vont au cimetière. Alors pour commencer, on a la sphère chromatique. On en a 4, ça coûte que 1 à jouer. Donc on pose cet artefact. Vous voyez, petit dessin un petit peu loufoque, sympa. Et on paye 1 et on l'engage, on la sacrifie, on ajoute un mana de la couleur de notre choix à la réserve, et en plus on pioche une carte. Voilà. Plutôt sympa, et quand on n'en a pas l'utilité, on peut le sacrifier pour les besoins du deck. Donc une petite carte un petit peu indispensable, surtout quand on avait plusieurs couleurs dans un même deck. En général on la joue beaucoup celle-ci. 4 bombes à sortilège de pyrite, donc énormément joué ça aussi à l'époque, ça et celle d'éther aussi. Donc bombe à sortilège de pyrite pour 1. Artefact, donc pour une montagne, donc un mana rouge, on sacrifiait la bombe à sortilège de pyrite et elle infligeait 2 blessures à une cible créature ou joueur, ou alors pour un incolore, on la sacrifiait et on piochait une carte. Donc voilà, on avait le choix, et également, comme ça coûte pas cher à jouer, on pouvait la sacrifier pour les besoins de la mécanique du deck. La mécanique du deck étant le sacrifice d'artefacts, comme vous allez pouvoir le constater quand on verra les créatures. Et pour finir, on a 4 chambres de genèse. Et la chambre de genèse, c'est trop bien.
C'est trop bien, pourquoi? Parce que ça génère de la créature artefact, donc on la pose pour 2. Et voilà, donc vous voyez le petit dessin, pas extraordinaire, mais ça va. À chaque fois qu'une créature non jeton arrive en jeu, si la chambre de genèse est dégagée, le contrôleur de cette créature met en jeu un jeton de créature artefact, 1-1 Mir. Voilà. Donc ça pour avoir un maximum d'artefacts sur le champ de bataille, juste indispensable, quoi, hein. Il y avait une combo à l'époque avec cette chambre de genèse, et du coup je crois qu'il y avait une des cartes qui participait à ce combo qui a été bannie, parce que trop, trop puissant en tournoi. Voilà, et pour finir, les créatures, afin que vous compreniez un peu le deck, la créature qui a inspiré ce deck est celle-ci, donc la créature du jeu. Il s'agit du Megatog, pour 2 montagnes et 4 incolores, une superbe créature, juste monstrueuse. Et sa capacité l'est d'autant plus, c'est déjà une 3-4 de base, mais quand on sacrifie un artefact, donc bien sûr sans l'engager en plus, le Megatog gagne +3/+3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Autant vous dire que cette créature est ultra puissante, hein. Une magnifique créature rouge, une des plus puissantes du bloc, sûrement. Donc voilà, c'est cette créature-là qui a inspiré cette mécanique du jeu. Il y a aussi la même version, mais en plus petit, donc moins puissant, mais tout aussi enquiquinant, hein. On a ici la Tog, donc lui pour 1 rouge et 1 incolore, donc pas cher à jouer, hein. C'est une 1-2, pardon. Vous voyez, horrible. Et on sacrifie un artefact et il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, j'en ai 4. Pareil, même principe, hein. On sacrifie et ces bestioles deviennent beaucoup plus puissantes. Et donc, pour aller avec ça, et tous ces artefacts à sacrifier, il y a du noir. Et le noir qui est là-dedans est un peu enquiquinant pour l'adversaire. On va commencer par une carte très connue du bloc de l'époque, à savoir le disciple du caveau. Donc pour un marais, on le pose, c'est une 1-1. Sauf que ce disciple du caveau, à chaque fois qu'un artefact est mis dans un cimetière depuis le jeu, vous pouvez faire que l'adversaire ciblé perde 1 point de vie. Donc imaginez le nombre d'artefacts qu'il y a sacrifié, le nombre de points de vie que peut perdre l'adversaire, surtout si vous en mettez plusieurs en jeu. Il y en a 4 dans le deck, hein. Donc plutôt pas mal, quoi. On va le sortir juste pour, voilà. Donc voilà pour le disciple du caveau. Et il y a également, pareil, en 4 exemplaires ici, je vais les remettre après au bon endroit, ce sera mieux, le battleur Moriok. Voilà, très belle illustration. Donc lui pour 1 marais et 2 incolores. C'est une 2-2 de base, hein. Et à chaque fois qu'un artefact est mis dans un cimetière depuis le jeu, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur le battleur Moriok. Même système, autant vous dire que cette créature gagne en puissance au fil du jeu, hein. Donc juste des créatures noires trop enquiquinantes, mais trop bien pour aller avec ce système de jeu, hein. Voilà, donc au total on a 20 créatures dans ce deck. Voilà. Et donc les 4 dernières, il s'agit du récupérateur Mir en 4 exemplaires. Le récupérateur Mir vous permet d'aller rechercher des artefacts que vous avez déjà sacrifiés. Vous le jouez pour 2, c'est une créature artefact Mir, donc qui fait 1-1. Quand le récupérateur Mir est mis dans un cimetière depuis le jeu, renvoyez une autre carte d'artefact ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Mais toujours pratique quand même pour aller récupérer, je sais pas, une chambre de genèse ou ce genre de choses. En tout cas, il y en a 4. Donc là, il y a vraiment matière, hein, si vous voulez, à sacrifier, hein. Donc on a 20 créatures. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 artefacts. On a 7 sorts. Ce qui fait donc... Et on a 21 terrains, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, voilà. Donc 21 terrains, 20 créatures, 12 artefacts et 7 sorts, voilà. Donc c'est un bon équilibre, parce que ce deck sort super bien, mais vraiment, hein. Il est très instinctif, à jouer très fluide, et on terrasse rapidement l'adversaire avec ces créatures là, les Atog et les Megatog qui sont juste hyper puissants, quoi, hein, hyper puissants. Ça bouffe de la ferraille et ça se décuple en force, et surtout le Megatog, quoi, qui a en plus le piétinement. Donc autant vous dire que là l'adversaire
considère qu'il a déjà perdu dès que vous posez la carte, quoi. Entre guillemets, hein, bien sûr. Ce deck, je lui avais fait une réserve, à commencer par la reproduction de gobelins, donc c'est un artefact, hein, ce qui veut dire qu'il est sacrifiable, c'est également une créature. Donc pour 3, on va le sortir là, pour le voir. Mais donc il est en réserve grâce à sa capacité en fait, puisque pour 3 incolores et une montagne, on le sacrifie et on détruit l'artefact ciblé. Hein. Donc ça c'est clairement pour saboter la stratégie de l'adversaire, mais vous voyez que cette reproduction de gobelins est juste trop forte. Hein. En tout cas c'est une 2-2 hein, pour 3 avec une bonne capacité, quoi. Une bonne carte, une bonne commune. En tout cas qui était assez jouée quand même à l'époque. Hein. Ensuite on a quoi d'autre? On a 4 chauffeurs du clan Krark. Alors, en quoi ça consiste? Donc il s'agit ici d'un gobelin, donc pour 3, hein, une montagne et 2 incolores, c'est une 2-2. Et quand on l'engage, on sacrifie un artefact, donc on utilise toujours cette mécanique de sacrifice d'artefact, vous voyez. Mais on peut ajouter 2 mana à la réserve. Donc une bonne commune aussi. Ça, c'est au cas où vous avez du mal à apporter du mana dans votre jeu. Et vous avez besoin d'autres cartes aussi pour sacrifier parce que votre adversaire arrive à saboter votre stratégie de sacrifice. Vous voyez. Donc ça peut aider. Hein, ça peut être un plus. Pas spécialement pour avoir du mana, mais en tout cas pour sacrifier. Ensuite, on a quoi? Alors ensuite, on a 4 fracassés. Alors, fracassé, tout le monde connaît normalement. C'est une montagne, un incolore. Voilà. Et c'est un éphémère et on détruit l'artefact ciblé. Donc rien de tel hein, pour comment dire, éclater la stratégie de l'adversaire. C'est juste trop bien même, j'ai envie de vous dire. Une bonne carte. Et pour finir, 3 saisies d'airain. C'était une carte que j'aimais beaucoup jouer à l'époque. Avec le fameux choix et le coup d'union. Hein. Alors c'est un éphémère, hein, on le joue que pour 4 en fait, et c'est un... Alors vous voyez, j'aime beaucoup le dessin là. Et voilà, on fait choisissez l'un, jusqu'à la fin du tour, vous acquérez le contrôle de la créature ciblée et elle acquiert la célérité, ou sacrifier une créature et la saisie des reines inflige un nombre de blessures égal à la force de cette créature à une cible créature ou joueur. Et si on paye le coup d'union, c'est-à-dire 2 incolores supplémentaires et un marais et une montagne, pardon, on peut choisir les deux. C'est-à-dire que d'abord vous prenez le contrôle de la créature, vous attaquez avec puisqu'elle acquiert la célérité, et ensuite vous la sacrifiez et vous infligez autant de dégâts à une autre créature ou au joueur. Donc juste trop bien et pas trop cher à jouer, quoi. Hein, c'est le genre de carte qui fait mal. C'est pas une carte décisive, mais ça fait très très mal ça. Voilà, voilà. Sur ce, c'est tout. C'est un deck que j'aime énormément jouer, qui est très très efficace, très simple, très instinctif et très fluide. Il sort super bien. Il y a toujours une parade, il y a toujours un truc à faire, parce qu'il y a une combinaison, si vous voulez, ici de créatures et de mécaniques de jeu qui est plutôt simple. On va direct à l'efficacité dans ce type de deck. Hein. Contrairement au précédent, je vous ai montré qui est plus stratégique, où en fonction de la main que vous avez, vous allez développer une stratégie différente et amener votre adversaire à une chute certaine, mais plus lente. Voilà. Alors que là, on est tout de suite dans l'agressivité, on est tout de suite dans l'efficacité, et au début, l'adversaire ne voit pas trop ce que vous bidouillez avec toute votre ferraille, là, jusqu'à ce que le méga tog arrive. Alors déjà, quand la tog arrive, hein, et vous annoncez la couleur, si à côté de ça, vous avez déjà posé un disciple, bah, ça commence déjà à faire mal. Après le battler, après le méga tog, là, c'est juste la combinaison gagnante, quoi, juste pour plomber votre adversaire, quoi, et assez rapidement. J'ai déjà tué tour 4 avec ce deck, hein. Et bien, vraiment bien. Donc, voilà, voilà. Sur ce, c'est fini. J'ai été très content de vous présenter ce deck. D'autres viendront, bien entendu. J'essaierai de faire autre chose que du Miraudin la prochaine fois, hein, histoire de varier un petit peu. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos. Hein. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour une autre Magic rubrique. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.